Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Le docteur vétérinaire Mohamedou Dewa, président du conseil régional de l'Adamawa, est le seul parmi ses pairs à ne pas appartenir au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La victoire éclatante de son parti, l'UNDP, au régional du 6 décembre dernier, a invité au Cameroun des exécutifs régionaux dominés par cette formation politique-là. Le parti de Bello Bouba Maïgari a dit non à l'hégémonie. Le dévoilement des exécutifs régionaux depuis cette mi-journée laisse transparaître au sein du parti au pouvoir une volonté de repositionner d'anciens commis de l'État. Les Camerounais, dans leur grande majorité, assistent impuissants à cet énième spectacle où les mêmes anciens acteurs sont appelés à diriger les institutions qui se mettent nouvellement en place. Un remake ensemble. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Exécutifs régionaux, une affaire d'anciens commis de l'État. Pour discuter de cette question, nous avons invité Eric Pelap. Bonsoir Eric. Serge Alain, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Voilà Eric Pelap du Social Democratic Front qui n'a pas participé au régional, pourtant il a des élus, mais ces conseils vont s'imposer à vous, que vous ayez participé ou pas. Oui, les conseils vont s'imposer à nous que nous ayons participé ou pas, mais je tiens à rappeler que nous n'avons pas participé au régional parce que nous avions un certain nombre de revendications. L'une des premières, c'est que le contentieux des municipales n'était pas épuisé. Donc on ne pouvait pas aller à une élection où on avait près de 900 conseillers qui étaient en contentieux. L'autre chose également, c'était la question de la crise des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je tiens à rappeler aux uns et aux autres que pendant les élections de février, nous avons des camarades sur qui on a tiré, nous avons des camarades qui ont été enlevés, nous avons des camarades qui ont perdu la vie, nous avons des camarades qui ont perdu leur bien. Donc on ne pouvait pas continuer à mettre nos camarades en danger parce que nous souhaitons aller à une élection. Et également, l'une des choses également, c'est que le SDF prône le fédéralisme et dans cette optique-là, il était même incongru qu'on aille à des élections régionales alors que nous souhaitons la fédération pour notre pays. Ok. À côté de vous, Paul Eyoum, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous mes co-panélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs. Vous savez, votre programme, c'est toujours un immense plaisir d'être là. C'est l'un des programmes les plus suivis de la planète. Et j'ai vu hier au journal d'Equinox qui montrait les réalisations des infrastructures du gouvernement, mais je n'ai pas entendu qu'on a dit que c'est la chaîne du pouvoir. Ça veut donc dire que Equinox peut bien montrer ce que le gouvernement fait, mais personne n'écrit que c'est la chaîne du pouvoir. Montre ça? Oui, moi j'ai vu ça hier au journal. D'ailleurs, quand Equinox montre, moi je vous soupçonne même d'aider le régime, parce que vous montrez ce qu'ils ne font pas et vous revenez montrer quand ils ont fait. Mais là, ils ne disent pas que vous êtes la chaîne du pouvoir du RDPC. Moi, je vous soupçonne de travailler pour le régime. Bonsoir, Maître Ngefak. Saint-Jalin, un bonsoir spécial à mes amis de Kolofata. Je ne sais pas si vous connaissez Kolofata. Kolofata, c'est cette maison de vin blanc qui est la dernière gargote lorsque vous êtes au péage de Boum-Niebel. C'est entouré d'une banderole de l'UPC renversée. N'entre dans cette gargote que celui qui a au moins la licence. Et c'est des jeunes gars de ce coin qui dans la journée ils sont au champ, dans la soirée ils reviennent avec les récoltes, c'est-à-dire leur vin blanc, et ils boivent à tout de rôle. J'ai eu la chance d'être invité et je leur ai promis, mes très chers, Kolofata ça va. Mon deuxième bonsoir va à ma famille indienne de Kolafamba où j'ai passé un week-end merveilleux. C'était bien le Cameroun. Merci. Ah, le Cameroun est bien? Ah, c'est le meilleur, c'est le beau pays. Ah, ok. C'est tellement beau que dans une région, vous avez le gouverneur, vous avez le préfet, vous avez le président de région. Vous ne savez qui fait quoi. Je veux que vous m'expliquiez ce soir.
Hilaire Zipan, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les télécopanélistes, bonsoir à vos téléspectateurs. Ouais, Hilaire Zipan, justement, aujourd'hui, on a dévoilé, on connaît maintenant les différents présidents de conseils régionaux. Est-ce que vous êtes surpris par les noms qui sont sortis du chapeau aujourd'hui? Je me permettrai d'abord de faire un devoir républicain, de féliciter ceux qui ont été élus, de féliciter ceux qui ont reçu... Il y a eu élection? Oui, certainement, ils ont eu l'élection de plein droit. Il faut toujours, dans la marche de la République, constater ce qui avance. Même si l'avancée a créé des problèmes, ça nous permet quand même de réfléchir. Donc, les féliciter, tout en disant que le plus dur est à commencer. Je rappellerai que dès ce soir, on peut maintenant être rassuré que la Constitution du 18 janvier 1996 a pris toute sa forme. Donc, vous pouvez compter le nombre d'années qu'on a mis pour qu'elle puisse prendre toute sa forme. Donc, à partir de là, je pense que je suis à côté d'un juriste. Il pourra nous rappeler que c'est une fois que c'est rentré en position qu'on peut dire qu'on ne parle plus d'un pays qui a deux constitutions. Aujourd'hui, c'est une seule constitution. Le deuxième élément, c'est que nous constatons, et vous l'avez bien introduit, que dans cet immense plaisir où le RDPC chevauche à grands pas, il n'y a que l'UNDP. Et je rappelle en passant que l'UNDP est allié du RDPC depuis le 7 décembre 1997. Et que l'UNDP est parti de 88 députés, est tombé à 1, puis commence à remonter. Cela atteste de ce que l'UNDP a traversé sa mutation. Maintenant, elle est en train de reconquérir un certain nombre d'électorats. Et le troisième élément que je voudrais dire en endroit de tout le monde, c'est que maintenant, c'est terminé. La prochaine bataille, c'est la mère de toutes les élections présidentielles. Voilà à peu près le schéma que je peux me faire cet après-midi. Maintenant, on peut lire si là et là tout se semble bien, mais en entrant dans ce studio, les informations qui me sont parvenues pour les zones où l'opposition a eu quelques postes de conseillers régionaux, notamment l'Ouest, là c'est extrêmement difficile, c'est très compliqué, pour la plus simple raison que l'UDC qui en fait a 17 conseillers régionaux, qui représentent 24% de l'électorat en termes de pourcentage, le Noun qui est la plus grande région, ou le plus grand département, bien entendu, de la région de l'Ouest, le Noun qui a le plus grand nombre de conseillers régionaux, le RDPC ne veut rien céder à l'UDC. Or, les dispositions légales obligent naturellement la composition sociologique et la représentativité de toutes les formations politiques a été présente dans l'exécutif. Le dernier, naturellement, c'est certainement, et qui nous informera de ce qui s'est passé dans les régions anglophones, parce que là, il y a eu les chefs qui ont voté à part et les conseillers régionaux qui ont voté à part. Et nous avons vu une image qui commence à circuler sur les réseaux sociaux, celui du Vouri, où on voit le chef du premier degré être le sujet du président régional. Et voilà dans quel rôle nous sommes. La tradition, nos cultures sont complètement bafouées sur l'autel de la démocratie. Voilà où nous en sommes. C'est le cliché que je voulais planter. J'espère que tout à l'heure, nous irons prendre quelques éléments pour montrer que, inéluctablement, nous devons faire le fédéralisme. Ça devient irréversible. Éric Pellard, vous avez suivi ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous êtes surpris de voir ces visages-là? Il n'y a pas de surprise, étant donné qu'on connaissait déjà qui avait été élu pendant les élections du 6. C'est-à-dire que le 6, la composition des différents conseils régionaux était connue. Il était juste une question de donner des postes à un certain nombre de personnes. Prenons le cas de l'Ouest. Est-ce que vous attendiez le docteur Foucault? Au niveau de l'Ouest, c'est vrai. Dans les réseaux sociaux, on parlait d'une autre personne. Même la presse, même une certaine presse. Non, sauf que cette certaine presse, il y a la réalité politique, qui est la réalité du terrain. Celui qui était pressenti, c'était un ancien manager, mais en tant qu'homme politique, il n'a pas fait ses preuves. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. C'est la raison qui a... Je ne suis pas militant du RDPC, donc je suis mal placé pour pouvoir déterminer quels sont les éléments, quels sont les critères qui ont permis leur choix. Mais ce que je sais, c'est que celui qui est élu aujourd'hui
c'est quelqu'un qui, sur le plan purement politique, a fait ses preuves, alors que celui qu'on annonçait sur le plan politique, c'est vrai, sur le plan managérial, il a fait ses preuves, mais sur le plan politique, pas vraiment. Maintenant, ce que j'ai envie... Il a perdu à Bafoussam Premier. Vous savez, dans ces affaires-là, c'est des copains et des copines et on positionne les personnes qu'on veut. C'est que dans cette structure politique, c'est pas la démocratie qui prévaut. C'est la discipline du parti. Vous avez vu pour ce qui était de l'élection du maire de ville ici à Douala, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a des candidats qu'on a menacés. Je ne vais pas revenir dessus. Ce n'est pas l'objet de notre réunion, de notre rencontre de ce soir. Mais seulement ce que je retiens, c'est que dans ce parti, ce n'est pas la démocratie qui prévaut. C'est des nominations maquillées sous forme d'élection. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, ce que je tiens à dire également, c'est que malheureusement, ces personnes qui sont élues, je profite également pour les féliciter, mais malheureusement, ils sont programmés pour échouer. Ils sont programmés pour échouer tout simplement parce que, il n'y a pas de volonté politique pour que la décentralisation ait vraiment lieu. Et ils sont programmés pour échouer parce que le cadre législatif n'est pas encore complet pour leur permettre d'être vraiment opérationnels dès quelques temps. Et également, sur le plan, vous savez, la démocratie a besoin de ressources ou bien pour travailler sur le terrain, ils auront besoin d'argent. Cet argent, on avait prévu 15% des recettes de l'État pour le minimum pour la décentralisation. Je crois qu'on tourne autour de 5%. Cette année, on était à 1%. On est monté à 5%. Il y a également la question de la ressource humaine. Il faut un décret du président de la République pour définir le statut des agents de la fonction publique locale. Ce décret n'est pas disponible. Donc en réalité, la ressource humaine pour pouvoir faire le travail sur le terrain, ils ne l'auront pas de sitôt. Donc il faut attendre, je ne sais pas, peut-être on va attendre encore 24 ans que le président de la République puisse signer les différents décrets qui vont permettre qu'ils puissent effectivement faire leur travail. Donc sur la base de tous ces éléments, je pense qu'ils sont programmés pour échouer. Paul Ayoum, votre regard sur ce qui s'est passé, ce qui s'est dessiné aujourd'hui au Cameroun? Je voudrais d'abord dire, comme mes prédécesseurs, que la réforme constitutionnelle qui fait du Cameroun l'État territorial décentralisé, c'est en 1996. Les premières lois sur la décentralisation arrivent en 2004. Donc ça veut dire que c'est depuis au moins 2004 qu'on savait que les régions devaient être là. C'est depuis au moins 2004 qu'on devait préparer les décrets d'application. Parce que même ceux qui vont dans les conseils régionaux actuellement, ils ne connaissent pas les moyens qui seront à leur disposition. Vous avez vu qu'il y a eu le grand dialogue qui a donné le code général sur les collectivités territoriales décentralisées, loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État, la loi du 24 décembre 2019, qui disait que les collectivités territoriales décentralisées doivent avoir au moins 15% du budget de l'État pour pouvoir fonctionner. Et vous voyez là, le gouvernement envoie un message clair zéro décentralisation en 2021, tout simplement parce que la loi des finances qui a été votée n'accorde pas les 15% qui devaient aller aux collectivités territoriales décentralisées. Maintenant, donc, où nous allons dans un schéma où même si vous prenez tous les meilleurs joueurs du monde, vous leur donnez un ballon qui est percé, c'est-à-dire une décentralisation qui n'est pas dans le contenu, mais avec des gens qui peuvent avoir des compétences. C'est là où je rejoins Eric, que les résultats risquent d'être biaisés, parce qu'il y a des hommes qu'il faut peut-être, mais la décentralisation n'est pas là-dedans. Deuxième élément, vous avez le problème de la house of chief. Le grand frère, il hésite pas sur un problème très pertinent. Un chef traditionnel ne peut pas être membre du bureau de la région. Je ne dis pas sur le plan légal, mais je dis sur le plan éthique. C'est pourquoi toutes les régions devaient avoir la chambre du commandement traditionnel, comme on a dans le nord-ouest et le sud-ouest. La question avait d'ailleurs été évacuée en 91, mais malheureusement, le gouvernement, lui, il a torpillé cela, parce que si tout le monde avait la associative, il y aurait ces chambres de commandement. Troisième chose, quand vous regardez les profils, moi, ma crainte, c'était de voir les anciens fonctionnaires nommés, mais on constate qu'ici, c'est vrai, il ressort des élus, des anciens députés, des maires, le président même de l'Ouest, le président régional de l'Ouest, dans le littoral, c'est les anciens élus. Mais quand on connaît la façon dont leur parti désigne les élus, qui est quasiment une nomination,
On n'a pas eu le cas à la mairie de ville de Douala. On a la crainte de se demander est-ce qu'ils vont servir les populations ou ceux qui les ont amenés à être présidents des régions. C'est là où toute la question se pose. Et maintenant, là où on peut dire qu'il y a eu un peu quelques surprises, c'est que les noms qui étaient annoncés dans le littoral, dans l'ouest, c'est pas les noms qui sont sortis à la présidence de la région. Par contre, dans le centre, sans surprise, M. Gilbert Timiovuna, à qui on peut mettre l'actif d'avoir géré la mairie de Yaoundé, d'avoir modernisé après même le feu Emma Basé, d'avoir encore modernisé Yaoundé, on peut lui concéder. Mais la question est, est-ce qu'on ne pouvait pas aussi au niveau de la région du centre renouveler avec d'autres hommes? Et là-bas, il y a un autre problème, parce que vous savez que même dans les régions, il y a des problèmes de représentation des départements. Nous, par exemple, nous qui sommes dans le Voé, nous savons qu'il y a toujours la polémique au niveau de la mairie de Douala, nous autres les Douala par exemple. Donc le fait qu'on n'ait pas la présidence régionale, je crois que peut-être on peut considérer que ça c'est quelque chose d'équitable. Mais par contre dans le centre, il y a des gens qui peuvent vous dire qu'ils auraient choisi que ce soit quelqu'un qui ne soit pas du Fundi, du Fundi, je crois, du Fundi. Donc c'est peut-être la question qu'on peut se poser là-bas. Et pour chuter, l'UNDP, pour répondre à M. Zipan sur le cas de l'UDC, l'UNDP a la majorité des conseils régionaux dans la Damawa. L'UNDP c'est les conseils régionaux là-bas, mais l'UNDP a tous les sièges dans la Damawa. En violation de la loi. Non, il y a un poste qui revient au RDPC. Sauf si ça met les chapitres. Il y a un siège qui revient au RDPC. Maintenant qu'il faut votre lecture, déjà, on termine ce tour de table avec ça, avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Saint-Jalin, ma lecture première est celle de savoir que le pouvoir État a réalisé en la forme ce qu'il avait promis. L'élection présidentielle, les municipales, ensuite, voilà les régionales. En la forme, le pari est gagné. Bon, pour faire quoi? C'est-à-dire il faut aller au fond. Et on se tient, on prend donc ce cas. Au fond, je regarde l'essentiel, le cadre normatif, c'est-à-dire la loi qui encadre ce que ceux qui ont été élus et ceux qui festoient ce jour vont faire, dans quel cadre ils vont évoluer. Saint-Jalin, je vais emprunter à M. Hilaire Zipan son document pour présenter l'essentiel. Vous voyez ce document, il s'appelle le Code général de la décentralisation. Pour qu'il soit effectif, je convoque notre Premier ministre. Il faut déposer au-dessus de ce Code général des collectivités territoriales 32 décrets. Il faut déposer au-dessus de ce code 32 décrets. C'est le Premier ministre qui nous l'a dit. Ça ne date pas d'une semaine. Au moment où nous parlons, il n'y a que 6 petits décrets qui ont été signés. 20 sont en préparation et les 6 autres n'y pensent même pas. Alors, ça veut dire que cette loi, elle est terriblement incomplète. Pour ne pas dire qu'elle n'existe pas. Ça veut dire que ceux qui ont été élus, ils n'auront rien à faire. Parce qu'il n'y a aucun cadre normatif qui leur montre ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire et jusqu'à quand ils doivent faire. Lorsque l'activité de celui qui a été aujourd'hui n'est pas légalement encadrée, il verse dans la gabégie et le TCS l'attend. Vous voulez leur faire peur là? Ça n'est pas moi. Vous voyez, il n'y a pas de loi. Et votre thème, si je le lis bien, une affaire d'anciens hauts commis de l'État, c'est-à-dire ils sont à la retraite et on les accompagne sous cette forme à une bonne retraite apaisée. C'est-à-dire allez vous reposer là-bas. Même la loi pour travailler, il n'y en a pas. Il n'y en a pas encore, maître. Bon. Ajoutez tout ce que vous voulez comme qualificatif. Pour l'heure, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Et si ça prend le temps que ça prend, vous voyez, même en 2035, on ne sera pas proche de la moitié des 32 décrets. Donc, c'est un gouffre inutile à sous qui venait d'être créé. Et de deux, mon deuxième constat est celui de la destruction de la culture. Je me souviens, en classe de terminale, notre professeur de philosophie disait « Celui qui a tout perdu est celui qui lui reste au moins la culture. » Lorsque vous avez tout perdu,
ne perdez pas votre culture. À travers ce que nous venons de voir, les Camerounais sont en train de sacrifier même leur culture. Je me demande bien, est-ce que les gardiens de la culture au Cameroun, ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire? Ils détruisent au rythme du RDPC la culture du Cameroun. Il faut que les spécialistes de la communication, les enseignants par région, les professeurs par région, se retrouvent dans leur chefferie, donnent les cours de recyclage sur la culture à ces messieurs. Nous n'allons pas refaire le Cameroun. À défaut, il faut qu'ils relisent l'aventure ambiguë. Parce que là, nous sommes vraiment en droite ligne dans ce que la Grande Royale décrivait. Ce qui se passe heurte les consciences. Nos chefs n'ont plus de valeur. Ce sont nos cultures qui se meurent à travers de petits textes concrets pour caser les retraités qui n'auront rien à faire. Voilà le premier constat que je peux faire, Saint-Jean. Voilà, Hilaire Zipan, l'article 307 du Code général, dans son alinéa 2, dit « Le président du conseil régional est une personnalité autochtone de la région élue en son sein pour la durée du mandat du conseil, c'est-à-dire 5 ans. » Il y a quelqu'un qui pense qu'aujourd'hui, ce jour, il y a eu autochtonisation de la décentralisation. Oui, ça peut être un angle d'approche qui peut permettre à ce que l'on puisse ressasser ou retrouver notre assise traditionnelle. Ça peut pris sur cet angle-là, c'est possible. Mais c'est dans l'expression démocratique qu'on peut avoir des écueils dans cette approche-là. Mais si nous attendons sur la philosophie de cette loi, et je pense que là, Maître Nguefar l'a dit, il y a beaucoup de manquements. Il est dit également que le conseil est constitué du conseil et du président. En même temps, il y a un premier vice-président qui est élu au suffrage direct. Quand bien même il est élu au suffrage direct par le conseil, il n'a Hilaire Zipan, la personne qui fait la remarque pense que pourquoi forcément un autochtone à la tête des régions? À partir du moment où nous prenons l'angle de la nationalité qui vous donne le droit d'appartenir à la République, ce débat-là peut être ouvert, mais c'est un débat philosophique qui n'a pas d'ancrage juridique. C'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on se jette dans ce débat philosophique qui va être sur la profondeur. Et le maître Nguefar l'a dit. À partir du moment où une société n'a pas de repères sur le cadre anthropologique, culturel, traditionnel, elle a du mal, cette société-là, à se projeter dans la République. Et en cela, vous avez toute votre question à toute sa place. Mais les contradictions ne sont pas que philosophiques dans cette approche de discussion légale. Et je viens de vous donner un des exemples qui montre qu'au-delà du fait qu'il appartient même à l'autochtonie, il n'en demeure pas moins qu'il y a problème. Vous ne pouvez pas avoir un président du conseil qui est élu par le conseil, un premier vice-président qui est élu par le conseil, et dit que la représentation du conseil face à tout l'ensemble, c'est seulement le président. Il y a un problème de droit fondamental qui me pose un problème, moi. Et il y a des questeurs, il y a des secrétaires. À quoi ils servent si tant est que pour répondre devant toute la région, seul le président a compétence? Cela pose un problème. Moi, je questionne un peu pour que tout à l'heure, pour que les téléspectateurs comprennent que nous ne sommes pas là pour discréditer, mais nous constatons que l'avancée crée plus de problèmes qu'elle ne résout. Parce qu'il était plus facile de copier que de vouloir créer quelque chose qui est plus complexe. En ce sens qu'on aurait dû copier ce qui se passe dans la zone anglophone et complètement le faire de ce côté, ça aurait eu une avancée. Je rappelle, j'ai l'habitude de dire que quand vous êtes un homme politique, vous n'avez pas de la profondeur dans l'histoire, vous avez du mal à vous encadrer. En 1961, pour ceux qui ont pris le temps de lire un peu, je me suis exercé dans tout là, Djongo Foncha, dans la négociation de Fumban, a tout un paragraphe sur la chambre des chefs, dans la négociation qu'il a faite à Fumban. Quand vous allez à Fumban, vous trouvez ces archives-là. Donc, Aïdjo l'adopte, nous sommes en 61, mais aujourd'hui, 50 ans après,
on le met de côté et on essaie de créer quelque chose qui est difficilement applicable. Le deuxième élément, c'est en termes de comparaison. Ici, ça s'appelle conseil. De l'autre côté, c'est-à-dire que 10 km plus loin, on appelle assemblée. Alors, je ne suis peut-être pas un très grand spécialiste du droit, au-delà du décret dont a dit M. Ngefa. Je pense qu'une assemblée vote des lois, elle ne vote pas des délibérations. Alors, qu'est-ce qu'on va voter donc ceux qui seront de l'autre côté? Des délibérations ou des lois? Un autre problème que ça va poser. Et enfin, la disposition de l'article 487, c'était pour verser des éléments dits article 487 sont rendus obligatoires à compter du 1er janvier 2023. Donc tout ce qu'on est en train de mettre en place, nous serons rendus obligatoirement qu'en 2023. C'est la réalité. Je lis ce qui s'est écrit. Donc je ne crée rien. Donc vous voyez que, comme disait un peu quelqu'un ici, pour qu'on ne dise pas que le plateau a tendance à vouloir discréditer ce qu'il fait, mais de vouloir apporter des éléments pour dire qu'on ne peut pas se projeter dans l'immédiateté en mettant tout ce, je sais pas moi, tout ce m'attaquant, toutes ces dispositions, et dire que ce ne sera effectif qu'en 2023. Et là, ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc, en fait, ils sont élus pour faire quoi jusqu'en 2023? Entre le personnel, entre les locaux, entre les dispositions financières, entre le budget, entre les projets. Et là encore, il y a encore un autre problème. C'est que quand même vous aurez le projet, vous allez être obligatoirement assujetti aux dispositions légales de passation de marché qui lui est centralisé. Et vous êtes décentralisé. Je ne sais pas, Amine, je ne sais pas ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut résoudre le problème ou est-ce qu'on veut créer d'autres problèmes? Et j'ai dit que dès ce soir, les gens vont voir la limite de la Constitution de 96. Et il est bon que les Camerounais se préparent plus que jamais à aller vers le fédéralisme. C'est la seule solution pour régler le problème. Parce que parler français ne fait pas de vous un Camerounais. Parler anglais ne vous fait pas de vous un Camerounais. On est Camerounais parce qu'on appartient à un territoire bien déterminé. C'est ça qui fait de nous la nation. C'est la nationalité qui vote et non la langue que nous utilisons pour nous exprimer. Ce n'est pas le français et non l'anglais. C'est la nationalité qui vote. Okay. Donc vous voyez que là également, on vient de poser là un autre dernier débat. Et je voudrais dire que la scène d'aujourd'hui, il faudra que les gens regardent très bien ce soir qu'on a vu les chefs, et ça m'écoeure, parce que je connais ce que vous représentez les chefs dans la ville où je vis. Ici à Douala, je vois comment ils ont la solennité. Je vois le respect qu'on les accorde. J'ai vu ce soir un chef à côté d'un sujet, tenter de lui rendre toute la grandeur parce qu'il est élu et lui, il n'en est que le vice. Honte à notre République. Ali Pelap, je vais vous lire cette sortie de Maître Pensi du RDPC. Il a dit aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires depuis de l'indépendance ne veulent pas laisser les affaires. La soif du pouvoir est toujours vive. J'espère que c'est vraiment Maître Pensi qui a tenu ce discours, parce que le modèle, c'est M. Biya qui est à la tête de l'État depuis 38 ans. C'est plein de ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Vous savez, l'exemple vaut mieux que la leçon. Si M. Biya souhaite, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant les législatives, on avait également souhaité qu'un certain nombre de caciques laissent la place aux jeunes. Oui. Et on sait ce qui s'est passé. Il y a un malade qui a quitté la France précipitamment pour venir se battre pour sa place. Et finalement, il est resté à son poste. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à ce niveau-là, nous avons déjà le président de la République qui lui-même est là depuis... en tout cas, depuis que je suis né, c'est le seul président que je connais. Donc, rassurez-vous que venir dire ça aujourd'hui, en réalité, c'est vouloir... Le chef montre l'exemple. L'exemple du chef, c'est il faut rester éternellement. Et maintenant, ceux qui sont en bas s'assurent qu'ils suivent l'exemple du chef. Vous ne pouvez pas vouloir... il est difficile. En tout cas, j'ai eu la chance d'enseigner. Il est difficile, lorsque tu es avec des enfants ou bien avec des apprenants, de leur dire des choses que toi-même tu ne fais pas.
c'est ton comportement, ce sont tes agissements qui parlent plus que ce que tu dis. C'est pourquoi il y a une citation qui dit souvent tes actes parlent tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Et justement, dans le cadre de ce parti, j'ai dit, je ne suis pas venu ce soir parler d'eux, tout simplement parce qu'en réalité, ils font tout sauf de la démocratie. Et pour ce qui est de la longévité, c'est d'abord leur chef qui a décidé de rester éternellement au pouvoir. Vous savez que la Constitution de 96 avait prévu un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Et en 2008, je crois qu'on a eu officiellement près de 40 morts pour pouvoir modifier cette constitution, mais les organisations de la société civile sont à près de 200 morts, on a marché, on a fait tout ce qu'on a fait, ça n'a pas empêché qu'ils modifient la constitution pour se représenter ad vitam aeternam. Et vous vous rappelez, pour les élections de 2018, le président de la République a fait une campagne de 7 minutes, c'est-à-dire qu'il a quitté ici, il a pris son avion, il est allé, je crois, c'était à Maroua. Il a parlé 7 minutes et c'était bon pour la campagne. Et depuis qu'il a fini la campagne, il a prêté serment. Personne ne le voit sur le terrain. Maintenant, ce n'est pas ça l'objet de la discussion de ce soir, mais il faut comprendre que si ces personnes continuent à rester, c'est parce que le chef lui-même reste. Si le chef part, il y a de fortes chances que beaucoup de ses amis partent avec lui. Voilà, maintenant que sur cette, ça prouve quand même qu'il y a un malaise. Cette façon de remettre les mêmes au même poste, ça dérange quelque part. Hein? Quand Maître Pincy le dit, ceux qui sont aux affaires depuis l'indépendance ne veulent pas laisser les affaires. Ces gens-là, il faut être honnête. Quelqu'un vous répondra que le président Paul Biya a tout essayé. Qu'il a nommé les ministres de 29 ans, il a nommé 24 ans. Après, vous regardez les NAM, il a nommé. Il faut être honnête. Ouais. Eric Pelapal. Bon. Il retorquera que mais, au SDF, le président a passé combien d'années? Est-ce qu'il peut justifier vraiment l'objet de son départ ou bien il est effectivement parti? C'est quand il revient que ça reprend. J'espère que vous blaguez. À la présidentielle de 2018, nous avions un autre candidat que notre président. Mais... Non, il parle de la présidence du parti. Ok. Vous voyez que nous ne sommes pas ensemble. Okay. Donc, moi, je ne pense pas que l'âge soit tellement le problème. Ça participe, mais ce n'est pas le nœud gordien. Oui. Ce n'est pas ça le problème. Si on installe tous les gérontocrates et que le pays fonctionne, si tu arrives, je donne un exemple, si tu arrives devant l'entrée du président de région du centre et que tu marches 15 mètres sans trouver un caniveau tordu, sans goudron, alors qu'il venait juste de changer de poste, ça fait problème. Oui, je parle de M. Ntimevouna. Quand vous êtes devant son portail, à votre gauche, 15 mètres, la route est pourrie. Pourri depuis quand? Depuis qu'il n'est plus délégué? Je ne sais pas pourquoi. Non. Vous voyez le reste. Vous prenez cet exemple pour nous dire quoi? Je donne pour dire que il paraît que depuis qu'il est parti, la saleté s'installe à Yaoundé. Devant sa porte. J'ai vécu. C'est notre pays. Ça veut dire que lui, s'il restait peut-être, on aurait autre chose. Bon, seulement voilà. Il reprend peut-être les commandes de quelque chose. Est-ce qu'il pourra travailler aux côtés du préfet, travailler aux côtés du gouverneur, travailler aux côtés du maire de la ville? Qu'est-ce qu'il vient faire? Voilà les vraies questions. On attend 2023. Donc, vous comprenez donc avec moi que c'est un reposoir. Il faut attendre 2023. Non, c'est une grimace. Nous devons dire autrement les choses. Il faut que ceux qui veulent vraiment le bien de ce pays, qui prennent du recul, qui ne travaillent pas pour satisfaire la curiosité de la communauté internationale, qui veut voir si les rapports montés sont sérieux ou sains. Non. Vous vous trompez, vous ne trompez personne, vous vous leurrez. Ceux-là, ils vous regardent, ils se moquent de vous. Voilà. Il faut travailler pour le peuple. Il faut travailler pour ce peuple. Voilà un texte qui est signé. On dit qu'il entre en vigueur en 2023. Mais vous allez voir les budgets qu'on va allouer à ces messieurs. Et à la fin, aucun compte rendu. Donc on vous dira c'est les vieux.
Et ces vieux-là vont montrer cet exemple à leurs enfants. C'est-à-dire qu'il faudra plus de 70 ans pour dépoussiérer ces cerveaux qu'on a envenimés avec ces pratiques. Ce n'est pas bon. Oui, Paul Ayou. J'ai un grave souci, c'est que je suis en train de constater que de plus en plus, on risque de parler de fédéralisme. Je vais vous expliquer pourquoi. À l'époque, il y avait un délégué du gouvernement pour la communauté urbaine de Douala, Tobiko, qui était président du conseil municipal. Ça veut dire que s'il se levait, décidait que la route passe ici, le lendemain il passait. Après lui, tout le reste des délégués, ils n'avaient plus ce pouvoir. Il y avait la tutelle. Aujourd'hui, on va dans un schéma où le président de région, le gouverneur est là. Que fait le gouverneur? Il peut faire un travail administratif de régulation. C'est soit peut-être un préfet de région, puis changeons, mais ça comme on veut. Mais le président des régions, puisque lui il est élu, ça va se passer comment avec le gouverneur et les services déconcentrés? Il faut donc qu'on sache, est-ce que nous sommes d'un bicéphalisme où nous allons mettre en place un vrai bureau régional qui va être dans le cadre de la décentralisation? Et vous allez constater que dans le NOZO, il y aura un problème. C'est pour ça qu'on va parler de fédéralisme. C'est que là-bas, on est en train d'observer ce qui se passe dans la zone anglophone. Non seulement depuis, ils crient qu'il y a un problème d'autonomie qui n'existe pas. On parle du statut spécial dont il n'y a rien dans le contenu. La loi ne dit rien. Ce n'est pas clair. Ensuite, il y a le problème de l'élection qui vient de se passer des régions où il est, vous avez parlé de 2023, pendant que la crise, elle est due depuis 2016. Croyez-vous qu'en ce moment, ils sont rassurés par ce qui est fait? Je vous ai parlé tout à l'heure de la loi des finances qui, en 2021, ne tient pas compte des au moins 15% que nous avons mis dans la loi. Ça veut dire que le gouvernement montre clairement qu'il n'a aucune intention d'aller vers une décentralisation réelle. Et là, ça va faire encore monter le débat dans la zone anglophone pour dire que cette fois-ci, nous croyons que nous devons demander le fédéralisme ouvertement. Parce que si nous restons dans ce type de décentralisation bancale, avec tous ces dispositifs qui empêchent à ce que l'autonomie qu'ils revendiquent ne soit exercée, je vous assure, on va se retrouver encore dans 2 ans, peut-être dans un autre dialogue, pour parler maintenant de la question du fédéralisme. C'est pourquoi on aurait dû évacuer un certain nombre de choses, notamment mettre dans toutes les 8 autres régions du Cameroun une chambre de commandement traditionnelle, accepter les minimum 15% de la loi qui a été votée, promulguée par le chef de l'État, mettre cela en place dès 2021 pour montrer la réelle intention d'aller vers la décentralisation. Aujourd'hui, donc, les gens vont s'installer dans les régions, ils ne savent même pas encore la dotation qui sera à leur disposition. La loi ne parle qu'ils auront un certain nombre de taxes qui vont collecter ici et là, etc. Mais la décentralisation au Cameroun est encore bancale. Vous regardez, il y a eu à l'époque la maire de Douala, la deuxième année, Denis Fan, pour le délégué du gouvernement, Tolen, qui se disputait le marché central. S'il y avait une vraie décentralisation, ce genre de débat n'existerait plus. Chacun connaîtrait ce qui est à son niveau, ce qu'il doit faire. Et il peut savoir que le marché central... Chacun ne connaissait pas non, sincèrement, ce n'était pas clair. Si c'était clair, je veux dire, si c'était clair, que le jeu était clair pour tout le monde, il n'y aurait pas ce type de polémique. Au Gabon, je vous prends un pays voisin au Gabon. Quand vous versez par exemple 100 000 francs, si on dit qu'au niveau des collectivités territoriales décentralisées, 30%, automatiquement, 30 000 va à la commune. Si c'est 15% au niveau de la région, 15 000 et les autres 55 000 vont au niveau de l'État central. C'est-à-dire que c'est automatique au niveau du paiement. Par contre, au Cameroun, on collecte tous les taxes, on envoie d'abord à Yaoundé et c'est eux qui jugent de l'opportunité. S'il faut. Ils jugent. Mais je vais parler même du FECOM. Eux, ils jugent maintenant si vraiment vous êtes dans le besoin. Après, on vous envoie une mairie comme la nôtre, le droit premier, on vous envoie peut-être un 120 missions pour faire quoi? Et pour chuter, droit la première. Prenons le cas 92, vous avez le maire d'Orpriso qui est maire, qui reçoit chaque année 4 milliards du PAD à titre des impôts et tout. Dès que l'opposition arrive, le SDF, le maire Jack arrive à 96. On prend les 4 milliards du PAD, on renvoie au niveau de la communauté urbaine, on tue la décentralisation, après on vous dit que l'opposition n'a rien fait. Donc c'est donc vers ce genre de schéma où on va, où on donne la chèvre, on tient la corde et on dit qu'on vous a donné la décentralisation, on vous a donné les régions, on vous a donné les maires, ils sont même élus, ils ne sont plus nommés, vous voulez encore quoi? Et pourtant, le débat dans le fond, nous n'y sommes pas encore, nous voulons une décentralisation, il faut qu'on arrête le jeu de dupe politique, qu'on fasse les choses comme il se doit pour développer notre pays. Ilia Zipan, vous avez évoqué le cas de l'Ouest à l'entame de cette émission. Qu'est-ce qui coince? L'UDC avait 17 élus. Oui, les dispositions devraient légales. Normalement
En principe, c'est-à-dire que lorsqu'on fait la répartition par département et par représentation dans le sein de l'exécutif, il les reviendrait certainement un poste de vice-président au regard de l'effectif qu'ils produisent. Parce qu'ils ont 17, c'est le plus grand département qui produit le plus de délégués régionaux. Il n'y a pas de raison qu'ils doivent être départementaux plutôt. Non, le voué à 30, il ne faut pas oublier. Non, je dis que l'Ouest, je parle de l'Ouest. Ah, l'Ouest, Je parle de l'Ouest. De l'Ouest, ils en ont 17. Et complètement la Ménois qui vient avec 10 ou 12, je pense, si j'ai bien calculé. Et la MIFI, dont est issu le président, qui a à peine 8. Donc, les dispositions légales obligent qu'on doit tenir compte de tout cet entente. Et c'est là où ça coince, parce qu'on ne veut pas donner ça complètement à l'UDC. J'ai apporté ce rectificatif-là pour que Youm le comprenne. Quand vous prenez le septentrion où l'UNDP se retrouve avec 13 conseillers régionaux dans le nord et 14 conseillers régionaux dans l'extrême nord, ils ont eu un poste de secrétaire. Et lorsque vous faites la proportion par rapport à la grandeur des postes et la représentativité, vous faites un pourcentage là, vous vous rendez compte que ça les ramène complètement à cette proportion-là. Mais à l'UDC, c'est minimum la vice-présidence, pour ne pas dire au moins. Et je rappelle aussi en passant, peut-être les gens ne savent pas, le département du Noun, en termes de superficie, qui a été l'un des critères pour désigner le nombre de cantons, constitue à lui seul la moitié de toute la région de l'Ouest. C'est-à-dire que l'Ouest, ça fait 55%. 55%. Bon, donc, vous voyez que et quand on va léser, on va construire notre frustration et cela va se compliquer et on aura des problèmes encore. Je voudrais apporter 2 petits éléments dans ce dispositif de loi. Les chefs sont des auxiliaires de l'administration. À ce titre, ils sont du pouvoir déconcentré. À ce titre, ils sont maintenant élus dans le pouvoir décentralisé. Je ne comprends pas trop bien comment ils vont fonctionner. D'un côté, ils ont pour chef le sous-préfet et de l'autre côté, ils doivent répondre aux conseils régionaux. Non, soyons un peu sérieux. Je vous assure, je veux dire que ça va créer plus de problèmes que ça va... Depuis le début, j'étais au grand dialogue, j'ai été à cette commission, j'ai dit que ça ne va créer que des problèmes. Parce qu'elle est précipitée, cette loi. Elle n'a pas pris en compte tous les contours de notre... Et on a voulu régler un vrai problème posé par les anglophones par une mauvaise solution. Parce qu'en fait, c'était ça. On ne voulait pas donner le mot fédéralisme. Maintenant, on est en train d'aller inéluctablement. C'est la vérité. Parce que je ne comprendrais pas qu'un chef du premier degré qui est respecté dans la localité de Douala soit complètement le sujet d'un quelqu'un. Je ne comprendrais pas ça. À quel titre donc il me donnera les ordres, moi qui suis complètement un élu local? Il n'y a plus. Saint-Jalin, je me pose toujours une question et je cherche à comprendre. À l'heure actuelle, entre le préfet, le gouverneur, le président des régions, qui fait quoi dans l'intérêt de ce peuple? Pourquoi autant de cumul? À côté, il faut y greffer encore le maire de la ville. Mieux encore, il y a un secrétaire général nommé à l'intérieur de la région. Pas le président de la République. Mais pas le président de la République. Saint-Jalin, je me pose toujours cette question. J'ai même essayé de lire sur le comportement des régions en Europe. Ce n'est pas comme ça en France. Qui est notre pays d'exemple. Nous sommes les meilleurs élèves là-bas. Ce n'est pas comme ça. Trop archaïque. Ça détruit le peuple, ça détruit le pays. Il faut repenser et faire autrement. C'est tout ce que je peux dire. Éric Pénal, pour sortir. Comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, nous sommes pour le fédéralisme. Donc en réalité, nous pensons que l'État fédéral permettrait de régler un certain nombre de problèmes. Mais pour le moment, on est allé vers la décentralisation. Il y a un certain nombre d'écueils que tout le monde a relevé. Donc il est juste question de voir comment... Merci. Madame, Monsieur, dans un instant, le 20h de Cédric, il est déjà là. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Saint-Jalin, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons d'une vive contestation dans la région de l'Ouest après l'élection du président du conseil régional. C'est le reste des membres du bureau exécutif de la région qui pose problème aux élus UDC. Ils ont claqué la porte
dénonçant des manœuvres visant à les écarter des postes électifs en faveur d'un candidat dont la qualité est contestée par les élus UDC. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et vous verrez que parmi ces nouveaux présidents, chefs des exécutifs régionaux, ce sont essentiellement d'anciens délégués du gouvernement, anciens maires et anciens députés qui ont fait de la présidence du conseil régional leur affaire. Quels sont leurs premiers chantiers et les défis qu'ils vont relever? Vous les écouterez dans le journal de 20h. Nous irons aux frontières du Cameroun. D'abord la frontière Cameroun-RCA qui subit les affres de la lutte contre les groupes armés rebelles à quelques jours de l'élection présidentielle, et le Cameroun également qui a ratissé toute la frontière entre les pays voisins et du côté des villes des localités situées dans l'Adamawa afin d'avoir le cœur net sur les velléités attribuées à un groupe qui serait en train de se préparer pour attaquer le Cameroun. Quelle est la situation sécuritaire aux portes d'entrée du pays? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et l'ambiance reste toujours morose. Pourtant, nous sommes à moins de 72 heures du réveillon de Noël. Quel est l'état d'esprit des Camerounais? Nous prendrons leur pouls dans le journal de 20h à suivre dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, justement, dans quelques instants, ce sera le développement de tous ces titres dans le 20h de Cédric Nouffelé. Quant à nous, on se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités. Tour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Maître Augustin Gueffak, Eric Pelap, Paul Youm et Hilaire Macaire-Zipan. Hilaire Macaire-Zipan, l'article 306 dit ceci: le président du conseil régional est l'exécutif de la région. Il est assisté par un bureau régional élu en même temps que lui au sein du conseil. Le bureau régional doit refléter la composition sociologique de la région. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Je pense que tout est dans cet article et il faut essayer de respecter autant que faire se peut. Nous connaissons un peu comment ça s'est passé à Douala premier. Rappelez-nous un peu, rappelez-nous les chiffres. L'UDC a combien d'élus à l'ouest? À l'ouest, le département qui fournit le plus grand nombre des élus, c'est le département du Noun. 17 conseillers régionaux. Conseillers de département. Oui, 17 conseillers. Département. Voilà, qui viennent des départements, on les appelle les conseillers régionaux, oui. Mais viennent dans le Noun, 17. Suivi donc de la Ménois, 12. Et ensuite, naturellement, le MIFI qui a pu pouvoir le donner à peine 8. Cette répartition tient compte de la population, de la MIFI à la présidence. Exact, de la superficie pour pouvoir attribuer ce nombre. Il s'avère que le président, selon la détermination du RDPC, dont je n'en parle pas selon leur stratégie, sort de département de la MIFI. Premier élément. Ensuite, de par le critère du plus grand nombre des délégués, le RDPC a eu donc le choix de désigner le premier vice-président, du moins la première vice-présidente, qui vient satirément de la Ménois, qui représente 12 conseillers régionaux. Maître Mejoupé Julienne Pépeli. Exact. À qui j'ai dit bravo déjà. D'accord. Maintenant, il reste que la troisième place de vice-président, c'est-à-dire que l'un des vice-présidents, doit revenir automatiquement au Noun. Mais dans le Noun, on choisit de désigner plutôt un chef traditionnel. Et là, on va faire payer à l'UDC l'équilibre de pouvoir faire rentrer les chefs. Et l'UDC dit les chefs ne sont pas habilités. Dans la pratique de l'UDC, il y a la chambre des chefs à part. Ce d'autant plus que je vous ai rappelé, c'est dans le Noun que ça s'est négocié. Et naturellement, chez le sénateur Njoya Aruna, qui n'est autre que le père de Adamou Ndamjoya. Donc vous voyez que l'histoire, quel que soit le cas, revient toujours en surface. Et donc, par conséquent, l'UDC dit, nous devons avoir cette vice-présidence. Et c'est
En principe, c'est de l'évidence qu'ils aient ça. Et par conséquent, en faisant partie de l'UDC, on va recréer un autre problème. Ce d'autant plus que le NUN représente à lui seul la moitié, pour ne pas dire 55% de la région de l'Ouest. Et représente en termes de démographie près de 1 200 000 personnes quand tout l'autre l'Ouest a 1 100 000. Donc, ne créons pas le problème. Il vaut mieux apaiser, et j'espère que le ministre Motazé va essayer de jouer de toutes ses cartes, d'être suffisamment intelligent pour pouvoir amener cette place-là à l'UDC. Par la suite, on verra. La nuit va être longue. Non, dis-nous, Maker Zipan, quelles sont les dernières informations qui nous... Les dernières informations que je viens d'obtenir sur ce plateau font état de ce que le ministre Motazé est en réunion à l'heure actuelle avec tous les chefs, les 20 chefs, certainement pour les faire des concessions, pour avoir des concessions. Puis par la suite, va rencontrer donc la présidente de l'UDC, à savoir l'honorable Thomas Hino, qui va réitérer, et je viens de l'avoir au téléphone, elle a dit, je réitère ma position, le NUN ne peut pas être le dindon de la farce dans cette répartition des régions. Mais vous avez dit qu'on a donné, il y a un chef du NUN qui est à la vice-présidence. Oui, mais les chefs ne sont pas dans les régions, de par la conception. Il faut copier ce qui se passe dans la zone anglophone. Ouais. C'est pour ça qu'il dit qu'on crée des chefs. Voilà. Oui, vous êtes ancien militant de l'UDC, c'est ça? Non, vous avez quelque chose à nous dire? Non, c'est pas... Pourquoi c'est pas la fixation de ça. Non, mais je veux faire commenter. Je veux dire déjà... Vous voulez commenter quoi? Il a dit tout à l'heure que le ministre Motazé est en négociation avec les chefs. Qu'est-ce qu'un ministre vient chercher là où on parle des régions? Je sais où vous voulez en venir. J'étais dans un média, j'ai suivi le journaliste qui faisait son reportage, il disait que le gouverneur de la région littorale est arrivé aujourd'hui en présence du mandataire du comité central du RDPC. Voilà, qu'est-ce que le mandataire des comités centraux faut avec le gouverneur? C'est eux qui sont venus installer. C'est ça la preuve de la confusion. On parle donc du parti État. Oui, c'est-à-dire qu'on confond l'État, la République, au parti. On mélange tout. Nous sommes dans la République. C'est ce qui s'est passé à Ngandéré aussi. Pour arriver au cas de tout l'UDC. Est-ce que le mandataire, c'est ce qui s'est passé en Ngandéré aussi? Bon, pour Ngandéré, je ne sais pas. Là, je considère. Là, Père Motazé, en tant que mandataire du comité central. Exact. Il n'a rien à faire ni avec les chefs, ni avec ceci. Parce que ça ne regarde, c'est pas une affaire du RDPC, c'est une affaire de l'État du Cameroun. Mais les chefs n'appartiennent pas au RDPC. Ils ne reviennent pas dans le RDPC de négocier avec les chefs. Ils n'ont rien à dire. Mais les chefs sont quand même allés à sa rencontre, non? Oui, bien sûr, ils sont en conclave. Ils ne savent pas que c'est comme ça? Mais ils savent que c'est comme ça. Donc, on leur a dit qu'ils sont sous l'administration, ils sont sous la supervision. L'administration, est-ce que c'est ce parti-là? Pas du tout. Ça peut mettre demain mon parti sur d'hier. Je vais dire il y a autre chose. Rappelle-toi, nous étions aux élections municipales le 9 février dernier. Nous sommes tous candidats à la première. Le RDPC gagne, mais à la majorité relative. On va au calcul au conseil électoral. Le RDPC, par une alchimie, c'est-à-dire que vous prenez même le plus grand mathématicien au monde, il ne peut pas vous expliquer comment le RDPC se retrouve à la première avec 32 conseillers pour écarter qui, premièrement, M. Guidjol, qui est quitté du RDPC pour le SDF. Parce qu'ils ont dit que celui-là, c'est un traître. Il n'entrera jamais dans ce conseil tant que nous sommes là, nous avons le pouvoir. Il est aussi dans ce calcul conseil électoral, devait entrer. Donc c'est le même schéma qu'ils sont en train de reprendre. Ils sont mal au contentieux. Moi, je leur avais dit, Maître Ngefa, c'est un avocat. Il connaît ce que la justice du Cameroun. Et c'est le même schéma qu'on est en train de reproduire dans le NUN, pardon, à l'ouest, où le NUN devait d'abord être représenté. L'UDC, en tant que parti qui est la deuxième partie là-bas, après le RDPC, comme on a fait pour l'UNDP d'Adama, le nord et l'extrême nord, devait avoir au moins un poste dans ce conseil régional. Mais vous voyez... Non, un poste de vice-président, ce n'est pas... Non, moi je dis même un poste seulement de manière vague. Mais vous voyez, on torpille une disposition non seulement légale... Est-ce que c'est nouveau? Quelque chose de légitime. C'est nouveau là, chez vous? Ce sont des faits qui sont répétitifs. Et ça montre que nous avons affaire à des gens qui ne sont pas du tout sérieux dans les démarches. Je veux donc dire au ministre Motazé, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime, plus c'est un très grand ministre, mais les affaires de la République, ce ne sont pas les affaires du parti. Ok, Éric Pelab, sur cette situation que vit actuellement l'UDC dans la région de l'Ouest. Vous savez... Vous n'êtes pas allé à cette élection, mais j'ai dit,
Ça va s'imposer à tout le monde, hein? Non, vous savez, j'ai la chance d'être dans la commune de Douala 5e. Oui. Et cette disposition de la loi a longtemps été, j'ai envie de dire, rejetée. À Douala 5e, on sait. Et on a jusqu'en dû... 2013 également. Hein? Non, jusqu'en 2015. Sincèrement, on a dû malheureusement attendre le décès du maire Foning pour pouvoir appliquer cette disposition. Pour pouvoir appliquer cette disposition de la loi. Donc on est dans un système où on va à l'Assemblée, on vote des lois. Ce sont des assemblées en majorité RDPC. Et lorsqu'il faut l'appliquer sur le terrain, c'est encore les gars du RDPC qui ne veulent pas appliquer les lois qu'ils ont votées au niveau de l'Assemblée. C'est à se demander si, lorsqu'ils vont... Mais il ne faudrait pas généraliser. Hein. On sait quand même qu'il y a des endroits où c'est appliqué. Ils tiennent compte de toute la représentation. Vous savez... C'est des cas... Dans la logique de... Il y a des endroits où c'est appliqué. Quand vous dites c'est appliqué où? C'est appliqué où ils sont avec leurs alliés. C'est-à-dire que dans l'extrême nord, dans le nord, et maintenant leur allié dans Adamawa l'a appliqué. Maintenant dans le Noun, ils ont un adversaire. Et justement, ils veulent punir l'adversaire. Et c'est dans cette logique de punition. Ils ne sont pas dans une logique d'appliquer la loi, ils sont dans une logique de punition. Je punis l'adversaire. Or, on est dans une démocratie. On passe autant à demander aux gens d'être républicains. Et dans une république, il y a des règles qu'il faut respecter. Il y a les règles de bonne séance. C'est-à-dire qu'on va à une élection, un parti politique est deuxième. C'est normal qu'il soit représenté de façon significative dans le bureau. Ce d'autant plus que le texte l'exige. Et c'est une exigence légale. Alors, on ne peut pas être dans un pays où on applique les lois quand ça nous plaît et on les viole également quand ça nous plaît. Alors que c'est nous. Parce que c'est le RDPC qui vote ces lois. Parce que ce n'est pas un secret que depuis le retour du multipartisme au Cameroun, ils ont toujours eu la majorité. C'est vrai qu'en 92, ça a un peu dansé. Oui. Mais avec l'appui du MDR, ils ont eu la majorité. Et toutes ces lois, ils les ont votées. Donc il est juste question qu'ils appliquent la loi. Conformément, on parle souvent de l'esprit de la loi. Justement, l'esprit de la loi, c'était que lorsque je ne suis pas totalement le patron d'une circonscription ou bien d'une zone, que ça puisse se refléter dans l'exécutif qui est mis en place. Donc, il est juste question de leur demander d'appliquer la loi. Et j'espère que pour l'intérêt du Cameroun, de façon globale, parce que il y a des petites poudrières qu'on essaye. On a déjà suffisamment de problèmes comme ça avec les régions du nord-ouest, du sud-ouest. J'ai regardé au journal tout à l'heure, dans la Damawa, il y a des velléités de personnes qui veulent créer leur groupe au niveau de l'extrême nord. On a Boko Haram. Qu'on ne crée pas un nouveau foyer dans le Noun. Surtout que il y a même des tensions qui existent. Je crois qu'il y a le bâtiment, la porte d'entrée du Noun qui a brûlé. Et ça a créé une tension entre la mairie et le sultan, où le sultan est obligé d'aller faire le sitting pour la construction de la porte d'entrée, parce qu'il ne veut pas que ce soit le maire qui est légitime pour faire ce travail, qui doit le faire. Donc il est important de s'assurer que ce foyer-là ne naisse pas, parce qu'on a suffisamment de tensions dans notre pays, et on espère que 2021, ce sera une période où on va essayer de colmater les brèches et régler les différents problèmes que nous avons. Voilà, merci Eric. Dans le même journal, on a parlé de la tension qui naît aussi complètement à la frontière centrafricaine, la centrale centrafricaine, et je pense que ce serait ne pas dire un mot ici en tant que transporteur. Oui, on revient. On va d'abord prendre l'avis de Maître Nguefa sur cette situation qui nous vient de l'Ouest. Oui, je crois que la situation qui vient de l'Ouest, je réitère mes félicitations à Maître Julien Pepeli, qui est premier vice-président sortant de la Ménois. Je crois que le problème de Noun est un problème d'ego entre l'UDC et le RDPC dans le Noun. Il faut le dire. Que l'UDC reste dans le Noun, ça s'entend. Mais que l'UDC efface le nom du Noun dans l'Ouest, ça gêne les patrons du RDPC dans le Noun. Je crois que c'est cette guerre-là qui se joue, et elle se joue mal. Je suis convaincu que le mandataire du RDPC qui est dans ce coin, il saura écouter la voix... Et qui installe les présidents des régions, il saura écouter la voix du peuple, parce que le présent risque, si c'est mal géré, dans le Noun, il risque d'avoir un conflit très ouvert. Donc il faut restituer la légalité
à celui qui a eu raison par la loi, il faut lui donner cette voie-là, il faut lui donner ce siège, lui donner ses mérites. Donc, quel qu'en soit le degré, le RDPC doit travailler d'arrache-pied dans le Noun. Je crois que le sultan va devoir m'excuser. Il s'agit de cela. Vous n'avez pas pouvoir politique dans le Noun, c'est l'UDC. Laissez l'UDC prouver à sa région ce de quoi elle est capable. Et je crois que c'est l'essentiel. Merci. Ok, voilà, Hilaire Zipan, on a parlé, on a vu ce qui est en train de se passer à la frontière avec la République centrafricaine. Oui. Et ça impacte sur nos activités. Corridor. Oui, bien sûr. Je pense que là, vous avez été conviés. J'espère qu'à cette réunion présidée par l'honorable Simé et le président Mungan du littoral, qui avons constaté que la situation se détériore là-bas. En quelques mots, il faut que les téléspectateurs sachent quoi ça. Les transporteurs du SNTRC, qui sont le syndicat mère, effectuent pour la plupart le transfert vers les pays des littoraux, Centrafrique, Tchad, par le biais d'un organisme de régulation qui est dans le BGF. Et c'est avec cet organisme donc que nous travaillons également avec la douane et les autorités centrafricaines. Depuis à peu près une semaine, les camions qui sont partis et qui sont rentrés dans la partie de la Centrafrique connaissent à l'heure actuelle énormément de problèmes. Dieu merci, nous avons aujourd'hui un peu le téléphone, ce qu'on peut donc se joindre. Et ces camions sont dissimulés sur ce parcours. Parce qu'entre la Centrafrique et entre la frontière et Bangui, il y a à peu près 400 km. Et à l'heure actuelle, ils sont en grande difficulté. Nous nous félicitons que les forces onusiennes fassent beaucoup. Nous nous félicitons que le BGFT, par le biais de Omaro, essaie de les assister. Mais nous attirons l'attention en disant donc qu'il ne faut plus que les gens effectuent ce transport. Pour l'heure, parce que prendre la marchandise, c'est être gardien de cette marchandise. Prendre cette cargaison, c'est se mettre à dos complètement les documents douaniers afférents qui ont des délais contraignants. Et donc, je suis dit dans l'occasion pour dire que ce travail-là doit être fait. Mais il faut dire que les autorités camerounaises doivent suivre de très près ce qui se passe en Centrafrique. Parce que c'était une accalmie totale jusqu'à ce que les élections soient annoncées, jusqu'à ce que l'on pressente que probablement, je dis bien probablement, le président Touadéra sera reconduit. Alors là, est venu donc des groupes armés qui étaient des adversaires d'hier, c'est-à-dire que les Balaka et les anti-Balaka se sont mis ensemble pour combattre. C'est les cas et Balaka pour combattre le président Touadéra. Il faut que nous nous interrogeons pour savoir qui a fait cette passerelle entre des ennemis jurés d'hier qui sont aujourd'hui déterminés à renverser le président Touadéra. Parce qu'il s'agit purement et simplement d'un coup d'État. Et je n'ose pas dire que tout en respectant cet auditoire, tout en respectant cette tribune, nous savons bien les mêmes mafieuses qui sont à l'extérieur. Et cela vise aussi à déstabiliser plus ou moins le Cameroun, parce que vous savez que dans 2-3 ans, nous avons la mère des batailles au Cameroun, la succession du président Paul Biya. N'ayons pas peur de le dire, et cela va être une bataille extrêmement difficile. Ok. Oui, Paulium. Oui, dans cette affaire de ce qui se passe en Centrafrique, vous allez comprendre ou remarquer bien quelque chose. Il y a un silence étrange de ce que vous appelez souvent la communauté internationale, qui sont toujours prêts à monter au créneau, mais là, on ne dit rien, simplement parce que ça arrange les intérêts de certains pays que je ne veux pas citer ici. C'est donc la preuve qu'en fait, les Africains doivent comprendre que ce qu'on appelle communauté internationale, c'est des pays bien spécifiques qui utilisent le mot communauté internationale pour agir derrière ce déguisement. En réalité, ce qui se passe en Centrafrique est inacceptable. Non seulement parce que la Centrafrique, vous savez que le départ du président Bozizé a d'abord causé beaucoup de problèmes d'insécurité dans toute la zone de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, si on repart encore dans le même schéma, ça veut dire qu'ils sont partis encore pour 5 ans, 10 ans de problèmes. Les sécurités, les entrées, les incursions qu'il y a par exemple à l'est du Cameroun vont se multiplier. On aura non seulement Boko Haram, la crise de nos eaux, mais aussi les rebelles centrafricains. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Et comme il a dit, le Cameroun lui-même, il est dans le viseur. Parce qu'on commence toujours par les pays comme la Centrafrique pour s'attaquer. C'est pourquoi
moi je dis, nous devons être solidaires, pas d'un homme en Centrafrique, mais de la démocratie, du choix des Centrafricains. Justement, comment comprendre, Paul Eyum, comment comprendre que tout ceci arrive une semaine avant le 27, qui est la date de ce double scrutin législatif et présidentiel. Là-bas, les gens commencent à voir que le président Touadéra risque d'être sorti vainqueur. Et le président Touadéra n'arrange pas les intérêts de certains États qui sont en train de soutenir les rebelles, mais nous savons qui sont derrière ces rebelles. Parce qu'il a suffi qu'un ancien chef d'État rentre là-bas et aujourd'hui, c'est le désordre. Il faut quand même se poser la question, est-ce qu'il y est pour quelque chose ou bien non? Le ministre Kazagui de la communication et des médias a dit clairement dans la sortie du gouvernement que il était pour quelque chose. D'accord, ça c'est la position du gouvernement centrafricain, mais moi je reste juste circonspect parce que vous savez, nous sommes. Mais le Conseil constitutionnel il faut reconnaître. A écarté la candidature de. Oui, mais il a une base juridique. Ce n'est pas sur une base aléatoire, c'est sur une base juridique. Justement. Et qui sied. M. Bozier a été condamné. Donc il faut le reconnaître. Il ne peut pas être candidat. Donc c'est sur une base juridique. Maintenant, donc, il faut laisser la démocratie s'exercer. Il faut faire en sorte qu'il y ait le retour de la paix en Centrafrique, que les Centrafricains élisent, choisissent leur président librement, sans problème, et que les Africains comprennent qu'il est temps que nous commençons à résoudre le problème entre nous et laisser ces affaires de communauté internationale. Maître Ngefak, sur le timing de cette rébellion qui se déclenche une semaine avant le premier tour de la présidentielle en Centrafrique. C'est une honte pour l'Afrique. J'ai suivi toutes vos émissions qui présentaient la République centrafricaine, qui renaissait de ses centres. Tout le monde avait cru que petitement ce pays immensement riche devait enfin retrouver la lumière. Mais les ennemis du progrès, les menteurs invétérés, ceux qui n'ont pour seul souci que la chaise, l'unique chaise pour eux, ont repris du poids de la bête et ils créent le chaos. Celui qui souffre en République centrafricaine, c'est le peuple. Ce ne sont pas ces mendiants qui s'organisent, qui ont déjà vendu l'or, qui ont déjà vendu le diamant, et puis ils ont leurs amis qui vont les accompagner. Moi, j'ai été très surpris de constater que c'est l'URSS, l'Union soviétique, qui est venu sauver le gouvernement en place. Où sont ceux qui sont les tuteurs par essence connus de tout le monde? Ils étaient où? Est-ce qu'ils étaient derrière ces mécréants qui créent ce désordre à profusion? Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que les Africains se regardent, qui pensent un peu au panafricanisme, qui pensent à ce peuple qui pourrit, qui pensent à ce peuple qui souffre, et puis ils arrêtent les guerres, qui travaillent un temps soit peu pour ce peuple. De deux, nous au Cameroun, nous devons être très très vigilants. Voyez-vous, on ne doit pas profiter de ce que nous avons une colère politique pour venir nous assaillir. Non. L'État camerounais doit être très très vigilant à nos frontières parce que très souvent, lorsque vous croisez les bandits qui bagarrent, tenez-vous bien à distance parce que peut-être même la bagarre là c'est une fausse bagarre, c'est vous en réalité qu'on cherche. Il s'agit de cela. Oui, mais il faut dire en termes d'information que les chantiers qui avaient complètement démarré et qui étaient entrepris par les Chinois et notamment certaines sociétés dont je ne veux pas citer le nom ici, complètement sont ressortis, tous ces ingénieurs sont ressortis. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que tout ce matériel-là est revenu complètement au Cameroun. Et vous savez comment la mise en place d'un chantier comme ça est aussi lourde. Et les informations qui nous parviennent, nous donnent le détail de la manière. Comment les gens de la rébellion peuvent démonter des engins? C'est pour faire quoi en temps de guerre? Ils démontent pour faire quoi? Ils veulent s'aimer le chaos pour démontrer que Touadéra n'a pratiquement rien fait. Je n'ai rien contre. Mais au moins, il faut qu'on reste dans la légalité et les règles de la société. Nous avons critiqué tout à l'heure les éléments contenus dans la loi. Nous n'avons pratiquement attaqué personne. Une loi qui entrera en exercice le 1er janvier 2023. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons cité. Et je pense que tout ça, c'est extrêmement important. Pour dire aussi également que nous ne devons pas regarder. Parce que quand la maison de votre voisin brûle, c'est votre tour par la suite. Et il faut tout faire. Nous partageons une longue frontière et nous savons bien que beaucoup de ces peuples-là, donc les Bayas, se communiquent avec ceux de la Centrafrique. Et il faut qu'on arrête cette manière de faire. Et en dernier lieu, j'en appelais les autorités pour qu'on mette rapidement
la crise, comme on a dit au SNTRC, avec les camions qui ont chargé, qui vont être hors délai, comment va-t-on faire? Le surestalis au niveau du port de Douala, j'ose croire que le directeur général du port de Douala a déjà entrepris un certain nombre de choses. Et je pense que là, c'est l'occasion pour moi de dire qu'il faut que le Cameroun reprenne un certain nombre de choses en main, comme la façade maritime. Cette façade maritime, il faut que les étrangers sortent de notre façade maritime. Et si on n'arrive pas à le faire, le panafricanisme, comme disait M. Gueffa tout à l'heure, c'est à qui mieux? Parce que notre tour viendra. Et comme il l'ont partout, il ne faudra pas qu'on crée des foyers de tension comme ce qu'on essaie de tenter avec l'Ouest Cameroun. Il faut qu'on règle ce problème-là dans le respect minimal de ce qui est, même si ces lois ne sont pas bonnes. Allez, 30 secondes, on s'en va. Bon, en 30 secondes, je voudrais juste rappeler que le chant commence, je crois, le 16 janvier. Vous croyez? J'ai vu la route du stade omnisport de Panda, le nombre de tours qu'il y a là-bas, ça me fait vraiment sourire. Vous allez sur la route qui va au stade de Yassa. Au niveau de Tsades Yassa, c'est un boulevard de poussière. Vous allez ici au prolongement du boulevard La République, la route de Deido Bonabo, Bepana. Il y a une poussière là-bas. Je vous pose la question, on va organiser quel chant, dans quelles conditions, quelles infrastructures? Faisons attention, on nous a donné cette affaire, honorons le Cameroun. Ok. Merci. Merci à vous, Poléo. Merci, M. Ngefak. Merci. Merci, Serge Alain. Il est Maker Zipan d'être venu. Oui, on va suivre de très près ce qui va se passer un peu dans le monde, parce que le seul véritable parti de l'opposition qui a fait de l'entrée, c'est l'UDC. Les autres ne sont que des alliés du parti au pouvoir. Ok, merci. Vous avez oublié, qu'en est-il du MP? Ben, la convention est déjà pratiquement arrêtée, premier semestre de l'année prochaine. Oui. Et naturellement, nous prendrons les règles et le parti va renaître. Dans tous les cas, vous voyez que nous sommes déjà en ordre de bataille. Ok. Et le MP fera partie de la partie dans la grande bataille des présidents. Ok, merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bacon.